Alors on va quitter la guerre en Ukraine et on va s'intéresser à l'actualité sociale avec notre invité en studio. Il y a aujourd'hui plusieurs manifestations, dont une à Liège et une à Bruxelles. Et cette invitée, elle est justement née dans la région liégeoise, à Raucourt pour être précis, mais elle est aujourd'hui à la tête de la FGTB bruxelloise, spécialiste notamment du financement de la sécurité sociale, maître de conférence à l'ULB, présidente du CNCD. On accueille Estelle Queulemans, la secrétaire générale de la FGTB en région bruxelloise. Bonjour Estelle Queulemans. On va parler un tout petit instant, peut-être avec votre casquette du SNCD, ce sera peut-être plus facile qu'avec la casquette de la FGTB. Ce que vous venez d'entendre, ce climat de guerre, ce climat d'angoisse, de guerre bactériologique, nucléaire, etc., ça vous touche aussi ou pas ? Bonjour Monsieur Grosfilet. Donc juste quand même pour préciser, je viens après 6 ans de quitter la présidence du CNCD en 2011. Il faut, et heureusement d'ailleurs, une alternance. Mais écoutez, voilà, moi je ne vais pas vous étonner. Je pense que les positions de toute façon syndicales ont toujours été claires et plutôt du côté des pacifistes. Oui, il y a une tradition du mouvement syndical d'être plutôt du côté pacifiste. Au-delà de la tradition, nous serons effectivement présents et nous soutenons aussi l'appel à la manifestation qui aura lieu ce dimanche à Bruxelles pour aller justement vers une voie de paix. Donc voilà, je ne vous étonnerai pas non plus de vous dire que ma position ira plus dans le sens de celle de M. Pierre Galland, de dire qu'il faut, qu'il faut arrêter effectivement et sortir des logiques de chef de guerre et qu'il faut au contraire préparer la paix et tout le temps continuer quelque part la négociation et le dialogue, ou en tout cas l'imposer et faire en sorte de l'imposer. En tant que syndicaliste, je pourrais difficilement vous dire autre chose, parce que même lorsqu'il y a des conflits dans des entreprises qui sont virulents, qui sont importants et autres, le fait de pouvoir à un moment donné se remettre à la table des négociations est essentiel, et c'est d'ailleurs la seule et meilleure manière de protéger tant le peuple ukrainien que aussi les opposants à Vladimir Poutine dans son propre pays. Alors, il y avait 2 manifestations aujourd'hui. Je reprends la casquette de syndicaliste qui est la vôtre. Il y a eu 500 personnes, un peu plus à Bruxelles. Il y en a eu 3000 à Liège, notamment pour parler de pouvoir d'achat et d'égalité salariale. Alors, on commence par le pouvoir d'achat. Vous avez des craintes. La hausse du prix de l'énergie, ça passe vraiment sur le pouvoir d'achat, notamment des travailleurs et ceux des plus modestes ? Écoutez, je ne vais pas vous étonner. Je pense que tout le monde connaît la réalité quand il se rend à la pompe à essence ou lorsqu'il reçoit sa facture d'énergie, sauf à se trouver encore dans un contrat fixe, et on sait qu'ils vont s'éteindre progressivement chez les uns et les autres. Et donc effectivement, le choc énergétique qu'on est en train de vivre pour le moment, parce qu'on est dans la même situation que la crise des années 70. A mis 1,3 milliard sur la table, qu'on a baissé la TVA sur le gaz, sur l'électricité, ça ne suffit pas ? Mais on sait que c'est un pas important, mais que malgré tout, ça ne suffira évidemment pas, parce qu'on le voit à la pompe, on le voit pour ce qui concerne en tout cas les déplacements domicile-lieu de travail. Juste quand même repréciser que beaucoup de travailleurs n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour se déplacer, pour ces déplacements. En particulier s'ils ont des horaires atypiques, en particulier si leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous demandez alors, Estelle Queulemans ? Eh bien, ce qu'on demande, parce que la situation des travailleurs, pour le moment, elle devient vraiment urgente et vraiment. On est confronté à des travailleurs, vous l'avez sans doute entendu, qui sont obligés de se mettre en arrêt maladie parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir remplir leur réservoir d'essence. On est confronté à des travailleuses, en particulier dans les titres-services, qui ne savent pas non plus faire face, en tout cas qui doivent quelque part payer pour aller travailler d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'on a adressé une demande en groupe des 10 de pouvoir commencer à avoir une discussion vraiment de fond et un peu sérieuse, outre les discussions qui ont déjà lieu dans les secteurs, sur la question du remboursement des déplacements domicile-lieu de travail. Ça veut dire qu'il faudrait l'intégrer dans la rémunération ou l'ajouter à la rémunération. Mais il faut une meilleure intervention des employeurs là où c'est possible, et en particulier, excusez-moi, mais les titres-services, c'est fort emblématique. On sait que c'est un secteur qui est subsidié et subventionné, puisqu'il y a une grande partie qui est financée notamment par la collectivité, la région maintenant et avant l'État fédéral. Et donc il y a une responsabilité. On sait que ces travailleuses sont pour le moment, depuis des mois, en tentative de négociation par rapport à leur employeur. Enfin, ces travailleuses sont déjà pas, d'ailleurs, le temps de déplacement n'est déjà pas pris en compte de la rémunération. Elles ont des salaires absolument... Donc là, vous demandez l'ouverture de négociations sur ce point-là. Exactement. Et on va rappeler que dans les titres services, on n'a pas une voiture de société. On voudrait qu'on parle de l'égalité salariale. 22,7% d'écart entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. C'est le chiffre que vous avez communiqué aujourd'hui lors de ces manifestations. Il est basé sur quoi ?
Alors, donc il faut savoir qu'effectivement, le 24 mars, avant d'être des journées de mobilisation pour le pouvoir d'achat global des travailleurs, et on y reviendra, c'est la journée de l'inégalité salariale. C'est-à-dire que les femmes, quelque part, doivent travailler jusqu'au 24 mars, alors que les hommes ont arrêté de travailler finalement le 31 décembre. Et donc c'est montrer effectivement cette inégalité salariale. Exactement. C'est lié à quoi? C'est lié notamment au fait qu'on est plus souvent à temps partiel lorsqu'on est une femme qu'un homme? Alors, ce n'est pas... Et un temps partiel subi et pas choisi? Il existe encore des différences horaires qui sont malheureusement encore importantes et dans certains secteurs, mais cette inégalité de 22%, c'est sur le salaire annuel. C'est les différences de salaire annuel entre les hommes et les femmes, et c'est lié effectivement au temps partiel, non choisi, imposé dans la plupart des cas, qui est effectivement un phénomène essentiellement féminin. Qu'est-ce que vous demandez là? Ce qu'on demande, effectivement, d'abord une réduction collective du temps de travail, parce que c'est la seule manière de mieux répartir correctement, justement, le temps de travail entre les hommes et les femmes et permettre, quelque part, en tout cas, la suppression des discriminations qui existent à ce niveau-là. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, les femmes sont terriblement responsabilisées par rapport à cette situation du temps partiel qui leur est imposée. C'est leur donner la possibilité, même dans les entreprises aussi, d'augmenter ce temps de travail pour atteindre, finalement, plein si elle le souhaite. Notamment, parce que il y aura deux prochaines actions. Il y aura deux prochaines actions, donc des mouvements de grève le 22 avril et le 20 juin. Est-ce que c'est vraiment le moment, quand on parle de guerre, quand on sort du Covid, qu'on a une économie chancelante de le faire? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, justement, oui, c'est le moment. Parce que nous, ce qu'on demande, en tout cas déjà depuis des mois, et comme vous le dites, il y aura deux mobilisations, une à Bruxelles encore et en front commun le 22 avril prochain, et puis une grande manifestation le 20 juin. Parce que le pouvoir d'achat, effectivement, c'est une question aussi de négociation. Aujourd'hui, on se trouve dans une norme salariale avec une loi de 96, comme on le dit, qui empêche une véritable négociation. Or, il y a des secteurs et il y a des entreprises qui, même pendant la crise du Covid et qui, même dans la crise actuelle, font des bénéfices et on n'a pas la possibilité d'augmenter les salaires au-delà de 0,4%. Le fameux blocage des salaires. Oui, merci beaucoup. Alors que les prix explosent. Voilà. Merci Estelle Kemans, merci d'avoir été notre invitée.